Jeudi 14 mars, en manchette. Ottawa accueille favorablement l'élection du pape François. Action Gatineau va vers les citoyens. Et Saint-Pierre contre Diaz, la tension monte. En direct de la salle des nouvelles de la Cité collégiale d'Ottawa, voici Jérémy Bergeron. Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, est-ce que l'élection du pape François réitérera l'intérêt de la religion catholique dans la région? C'est la question que se posent de nombreux fidèles à Ottawa-Gatineau depuis qu'un nom de Georges Mario Bergoglio a été dévoilé hier. Patrick Foucault en a rencontré. On aurait pu se croire à un concert rock hier soir sur la place Saint-Pierre au Vatican. Mais en fait, c'était le pape François qui se faisait élire. Les échos des cris de joie et d'excitation ont résonné jusqu'à Ottawa. L'archevêque de la ville, Monseigneur Terence Prendergast, rencontrait ses fidèles aujourd'hui à la basilique Notre-Dame. Pour Monseigneur Prendergast, l'ère de François est une ère de continuité, mais avec un certain renouveau. Renouveau, dit-il, pour pouvoir adapter l'Église à la réalité d'aujourd'hui. J'espère que tous les gestes qu'il va poser dans ces journées, le fait qu'il y ait un grand sourire sur les journaux, la première page aujourd'hui, ça va dire, bon, l'Église peut-être prend une autre nouvelle direction, une autre approche, et ça va poser des questions aux gens. S'adapter à l'évangélisation d'aujourd'hui, c'est aussi tenter de ramener les plus jeunes sur les bancs d'église. Ils étaient nombreux, ces jeunes, aujourd'hui à la messe du Monseigneur Prendergast. Plusieurs experts en théologie affirment qu'il est impossible de prédire si l'arrivée de François fera augmenter la popularité de la religion chez ces jeunes Canadiens. Mais ils ajoutent que certains éléments, comme un changement de culture par exemple, peuvent réitérer l'intérêt. Je pense qu'on verra un changement de culture au sein du Vatican et dans la vie du clergé qui travaille autour du pape à Rome. Le pape François Ier a été élu hier. Il est donc encore un peu trop tôt pour pouvoir évaluer l'impact réel qu'il aura sur la communauté chrétienne de la région. Mais tout comme les archevêques et autres dirigeants de l'Église, les fidèles peuvent difficilement cacher leur joie et leur fierté de pouvoir enfin dire « Habemus Papam ». Je crois profondément que c'est pas le lieu d'origine qui a été le motif, sinon la qualité, la présence du bonhomme lui-même. C'était vraiment avec enthousiasme qu'hier on a pu assister comme en direct là, via Internet. Je suis très heureux pour l'élection du nouvel papa. Je suis très contente. De ce que j'entends, c'est un homme très chaleureux, très humble. La nomination de Georges Mario Bergoglio était peut-être une surprise pour les Ottaviens, mais il n'est sûrement pas une déception. Selon les fidèles de la région et de l'archevêque Monseigneur Prendergast, il ne faut pas mettre trop de pression déjà sur le nouveau pape, mais tous sont d'accord pour dire que l'avenir de la religion est plus que prometteuse. Patrick Foucault, la Cité collégiale, à Ottawa. Action Gatineau a lancé une plateforme web sur laquelle les citoyens gatinois pourront réagir aux propositions du parti. Stéphane Senac a également dévoilé que 138 propositions figurent au cahier final. Ces propositions seront débattues lors du congrès d'Action Gatineau les 22 et 23 mars prochains. Allons rejoindre Olivier Breton. Olivier, bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Donc, Olivier, comment fonctionne cette nouvelle plateforme web pour Action Gatineau? Eh bien, c'est assez simple. C'est un mélange entre un réseau social puis un site de sondage. Donc, les participants s'inscrivent entre quelques coordonnées et la plus importante est certainement le code postal qui valide que ce sont bien des citoyens gatinois. Donc, et ensuite, ils peuvent répondre à certaines propositions que Action Gatineau a mis en ligne. Donc, les grands sujets eh bien, sont la gouvernance, l'économie, l'éducation, l'environnement et la culture. Ce sont les grandes divisions, comme je l'ai dit. Mais il y a 11 questions à date sur ce site web. Je vais vous parler de 3 d'entre elles. La première parle de Destination Gatineau. On sait Action Gatineau veut revoir en profondeur ce projet. Donc, elle permet aux citoyens de commenter le sujet. Ensuite, on parle aussi de la STO. Ici, c'est assez intéressant pour les personnes âgées ainsi que pour les étudiants, car Action Gatineau voudrait réduire les coûts mensuels des passes d'autobus, et ceci graduellement jusqu'à la gratuité pour les étudiants et les personnes âgées.
Et la dernière, eh bien, la dernière proposition est celle qui a certainement le plus retenu l'attention des journalistes, car elle vise le salaire des élus gatinois. Donc, je vous laisse entendre Stéphane Psenac, membre d'Action Gatineau et conseiller du secteur d'Elmer, à ce sujet. C'est de mandater une commission indépendante qui revoirait les conditions salariales des élus, certainement pas à la baisse. Donc, Jérémy, vous l'avez entendu, les salaires seraient certainement revus à la hausse. Donc, si les citoyens ou les participants vont sur le site, eh bien, ils pourraient se prononcer et concrètement, qu'est-ce que ça donnerait? Ils diraient s'ils sont plutôt en accord ou fortement en accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec cette mesure. Donc, vous avez compris le principe. Parfait. Et pourquoi est-ce que Action Gatineau a décidé de se tourner vers une plateforme web plutôt que sur une autre? Bien, on sait, Jérémy, que le web est partout, touche tout le monde. Et Action Gatineau veut aller au-devant des choses, aller solliciter le citoyen. Ce qu'on reproche souvent au maire Bureau, qui est un peu plus effacé, qui s'éloigne des fois ou ne veut pas faire face à la musique, selon certains. Donc, c'est une valeur qu'Action Gatineau prône, d'aller vers le citoyen et la participation. Je vous laisse entendre les commentaires de Stéphane Psenac à ce sujet. Absolument. On a bâti le parti en disant qu'il fallait qu'on ait des instances démocratiques plus participatives, qui interagissent davantage avec les citoyens. Et en s'associant avec Cocorico pour le site Internet, c'est ce qu'on a réussi à créer, je crois. Olivier Breton, merci beaucoup. Jérémy Bergeron, je vous en prie. Merci. Alors que la MRC des Collines connaît la plus forte croissance démographique du Québec, les policiers se réjouissent de voir le nombre d'introductions par infraction diminuer dans la MRC. L'an dernier, 231 cas ont été dénombrés, alors qu'en 2011 et 2010, c'est 297 et 323 dossiers d'introduction par infraction qui ont été traités. Et déjà depuis 2013, une diminution des cas a été remarquée. Le service de police de la MRC des Collines invite tout de même la population d'être prudente et d'utiliser des mesures nécessaires comme l'installation de systèmes d'alarme. Les voleurs fonctionnent par opportunité et si ces gens-là croient que ça va être difficile d'aller voler à un endroit précis, vont choisir un endroit plus vulnérable. Donc, tout citoyen là, devrait prendre les mesures nécessaires pour se protéger. La 23e édition de Buckingham en fête n'est pas assurée. Ce matin, les organisateurs du festival d'été ont estimé à plus de 20 000 son déficit. La ville de Gatineau doit s'asseoir avec le conseil d'administration pour en arriver à une solution d'ici le début de l'été. On en parle avec Mégane Dionne. Bonsoir Mégane. Bonsoir Jérémy. Donc Mégane, dites-nous, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Penneau-Jobin, est-ce qu'il se considère comme confiant afin de remettre l'événement sur la bonne voie? Il se dit confiant effectivement au sens où on vient tout juste d'intégrer une nouvelle façon de gérer l'événement. Buckingham en fête avait toujours à ce jour été géré par des bénévoles, ce qui causait son lot de problématiques, notamment en ce qui a trait à la gestion des horaires. Et pour remédier à la situation, eh bien, l'organisme vient tout juste d'engager une firme privée spécialisée dans la gestion, Ces choses production qu'elle se nomme. Le conseiller a également précisé que des vérifications comptables allaient être effectuées au courant des prochaines semaines pour savoir si effectivement la dette est de 20 000 $. Il a aussi précisé que dans des événements extérieurs, il était normal qu'on vive, oui, des périodes plus creuses en raison des intempéries ou la notoriété des invités. Mais il se dit prêt à se battre. Et est-ce que les commerçants sont inquiets que l'événement soit voué à l'échec, en quelque sorte? Les avis sont plutôt partagés à ce côté-là. D'un côté, on retrouve les restaurateurs et les bars, et les épiceries, pardon, qui, eux, considèrent un peu l'événement comme une épine dans le pied, au sens où des kiosques ont été installés sur le site et servent de la nourriture aux gourmands. Et parmi ces gourmands, eh bien, il y a des clients des restaurateurs. Et de l'autre côté, il y a les bars, les brasseries, les boutiques qui, eux, organisent des activités spéciales et qui considèrent qu'à cette période de l'année, l'achalandage est beaucoup plus élevé. Et ces gens-là veulent que l'événement se perpétue dans les années à venir. Rappelons que Buckingham en fête accueille près de 25 000 visiteurs chaque année. La Ville de Gatineau et le conseil d'administration du festival se donnent 2 semaines pour déterminer s'il y aura une 23e édition.
Mégane Dionne, merci beaucoup. Je vous en prie. Le manque de fonds en cancérologie à l'hôpital de Gatineau force la création de campagnes de financement privé. La Fondation du Centre de santé et des services sociaux a lancé aujourd'hui sa campagne de recrutement pour le cyclo-défi. Gina Hamelin a plus de détails. Depuis 2004, le cancer est la première cause de décès au Québec. Certains patients de l'hôpital de Gatineau doivent se rendre à l'hôpital de Montréal pour pouvoir subir des traitements qui ne sont pas disponibles en Outaouais. Les compressions gouvernementales des dernières années réduisent le financement des recherches et du matériel pour le Centre de cancérologie du C3S de Gatineau. Avec les coupures gouvernementales depuis les dernières années, les fonds privés sont non seulement essentiels, mais c'est vraiment absolument nécessaire pour maintenir et soutenir les soins et la qualité des soins qu'on offre. Ils doivent donc avoir recours à des dons ainsi qu'à des événements privés pour maintenir leurs services sur pied. La chose la plus triste, c'est quand, pour un médecin, pour un chercheur, c'est quand son laboratoire, il n'y a plus de fonds et on doit fermer le laboratoire. Et on ne veut pas que ça arrive. Le cyclo-défi contre le cancer a été mis sur pied en 2010. Il s'agit d'une initiative qui vise à amasser des fonds pour le Centre de cancérologie de Gatineau. On a créé une équipe de cyclistes de Gatineau pour participer au cyclo-défi contre le cancer. Puis d'année en année, le nombre de participants augmente parce que l'événement devient de plus en plus connu. Le parcours en vélo est d'une durée de 2 jours à travers le Québec. Les participants doivent verser un montant pour s'inscrire, en plus de faire une campagne de financement pour ramasser des fonds. Plusieurs activités et entraînements sont prévus pour les participants. Il s'agit d'un événement national qui regroupe plus de 2000 cyclistes. 2000 cyclistes qui partent en peloton sur une inspiration incroyable. C'est de toute beauté de voir ça. Mais pour les participants, la ligne d'arrivée est un pas de plus vers la fin du cancer. Gina Hamelin, la cité collégiale, à Gatineau. Gatineau, Chelsea et la pêche pourront finalement bénéficier d'une aide financière du gouvernement du Québec pour la tempête de neige du 21 décembre dernier. Le ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron, en a fait l'annonce ce matin. En tout, 38 municipalités de la région ont été ajoutées à la liste. Rappelons-le, la tempête a laissé plusieurs traces dans la région. Des poteaux électriques, des acériculteurs, des pourvoiries et des clubs de motoneige ont remarqué plusieurs dégâts sérieux. 15 ans plus tard, des centaines d'assurés recevront une indemnité de la part de leurs assureurs pour la tempête de verglas de 1998. En tout, 4 compagnies d'assurance devront rembourser 12,5 millions de dollars aux gens touchés. C'est un chèque d'une somme minime de 50 dollars qui leur sera versé pour un remboursement de frais de subsistance. Eh bien, s'il reste de l'argent après la première distribution, les membres pourraient recevoir un deuxième chèque, un peu plus gros, celui-ci. Alors que les baby-boomers de la région qui travaillent en agriculture prendront leur retraite dans les 15 prochaines années, l'heure est à la succession de la ferme familiale. Ces jeunes sont donc l'exemple parfait, selon le groupe Agriculture plus que jamais, que le succès ne passe pas obligatoirement par la ville. Sophia Badiaoui. Une nouvelle ère s'amène dans le domaine de l'agriculture. Alors que les fermiers plus âgés prennent leur retraite, leurs enfants prennent les rênes de l'entreprise familiale. Les experts financiers affirment que de plus en plus de transferts de terres sont effectués et que ce sera encore plus récurrent dans les années à venir. Il y a une génération de baby-boomers qui arrive à cet âge-là. La moyenne des producteurs maintenant est peut-être autour de 60 ans. Pas de statistiques, juste une figure. Et puis, on a les jeunes maintenant qui arrivent. Il y a de l'intérêt à prendre la relève. Alors qu'on avait connu une perte d'intérêt dans l'agriculture dans les dernières années, les jeunes d'aujourd'hui semblent intéressés. Moi, mon grand-père avait une ferme de vaches, il a vendu ça, puis là, on s'est acheté des poules, puis on a pas mal de terrain. C'est pas mal ça. Oui, j'aimerais ça, pogner à la relève pour ça. Depuis que je suis jeune, je travaille, puis j'adore ça. Au grand plaisir des parents, car il est difficile de vendre sa ferme à n'importe qui. Par contre, il faudra travailler fort. J'aimerais ça parce que la journée que tu vends ta ferme, c'est difficile de rembarquer dans cette production-là. J'aimerais bien ça, s'ils veulent. Il faudra travailler fort, oui, mais des campagnes de sensibilisation, comme celle d'Agriculture plus que jamais,
tente de promouvoir le monde agricole pour motiver les nouveaux fermiers et défaire les préjugés qu'ont les gens de la ville envers ceux-ci. On a vu que les gens parlaient beaucoup négatif de l'agriculture, donc nous avons dit que nous voulions changer la perception. Donc nous avons commencé une cause appelée Agriculture plus que jamais. Puis notre cause est de faire devenir l'agriculture être un endroit positif où ce que les jeunes devraient s'impliquer. Parce que nous, on voit beaucoup de futur dans l'agriculture. Bref, l'agriculture, c'est un terreau fertile pour une jeunesse dynamique. Sophia Bagaoui, La Cité collégiale, Ottawa. Restez là, après la pause, les nouvelles nationales et internationales avec Mireille Bessner. Bonsoir, mesdames, messieurs. Tout d'abord, nous venons d'apprendre la mort de Paul Rose, qui avait 69 ans. L'homme qui a marqué l'histoire du Québec lors de la crise d'octobre en 1970 avait été accusé d'assassinat envers le ministre libéral Pierre Laporte et condamné à la prison à vie. Paul Rose serait mort à cause d'un AVC. Le monde musulman espère avoir de meilleures relations avec le Vatican sous le règne du nouveau pape François. Olivier Boissé nous dresse un portrait du successeur de Benoît XVI. Olivier, semble-t-il qu'on ne doit pas l'appeler François Ier? En effet, Mireille, on doit prononcer seulement François, puisque justement, c'est le premier, donc on ne met rien après son nom. Donc tout d'abord, c'est le premier pape jésuite à être élu. Il y a seulement 2 cardinaux qui sont jésuites parmi tous les cardinaux. C'est un peu paradoxal, là, car en fait, quand un jésuite passe au poste d'évêque, en fait, il doit faire la promesse de ne jamais passer un poste d'évêque et de monter dans la hiérarchie de l'Église. Donc ça, c'est un peu paradoxal. Et là, c'est le premier pape qui est non-européen à entrer en poste depuis 1200 ans. Et on devait s'en attendre un peu, puisque en fait, la population catholique est maintenant à 40% en Amérique du Sud. Donc, pour revenir un peu au pape en tant que tel, lui a complété une maîtrise en chimie en 1958. Il a été nommé archevêque de Buenos Aires en 1998. Et puis, il a été nommé cardinal, le premier cardinal argentin, en fait, en 2001. Du côté de ses visions, lui, c'est un pape très centré sur les problèmes de pauvreté et d'inégalité. En fait, son nom, François, provient de Saint François d'Assise, qui, lui, est un peu le père des pauvres lors du Moyen Âge. Et tout comme lui, il vit dans l'humilité. Il a refusé de prendre l'appartement de l'archevêque qu'on lui offrait lorsqu'il a été nommé archevêque. Et puis, il se rend au travail en autobus et en métro au lieu de prendre la voiture. Pour ce qui est de ses positions, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait avec les anciens papes. Il est contre le mariage gay, il est contre l'adoption d'un enfant par un couple gay. Et pour ce qui est de l'avortement, un sujet très chaud dans l'actualité en ce moment, c'est très conditionnel, là. En fait, l'avortement pourrait être accordé seulement si la femme est handicapée et elle s'est fait violer. Et puis, c'est la deuxième fois consécutive que c'est un pape de plus de 75 ans qui est élu. Est-ce qu'on a affaire avec un pape de transition seulement? En effet, on pourrait avoir affaire avec un pape de transition. Donc, Benoît XVI, lui, avait 78 ans lors du début de son pontificat. Quant à François, lui, a 76 ans. Ce qui rend les choses un peu plus difficiles, en fait, c'est qu'il n'a seulement qu'un poumon. Ça pourrait un peu ralentir, en fait, diminuer sa longévitude en tant que pape. Cependant, avant qu'il se fasse enlever son poumon, il allait au travail en vélo et puis c'est un homme très actif. Et donc, il ne faudrait pas être surpris si on devait avoir à élire un nouveau pape d'ici une dizaine d'années. Rappelez en terminant que Benoît XVI avait des relations très tendues avec les musulmans, entre autres en les associant à la violence. Et du côté des musulmans, en fait, de l'Organisation de la coopération islam, on espère avoir des relations beaucoup plus complices avec le nouveau pape. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. La Cour d'appel du Québec a accepté d'entendre la contestation de la Couronne au sujet du verdict dans l'affaire Guy Turcotte. Selon la Couronne, l'ex-cardiologue avait planifié le meurtre de ses enfants, ce qui le rendrait responsable. Les audiences se dérouleront les 30 septembre et 1er octobre prochains. Au Québec, dès l'âge de 4 ans, les enfants provenant de milieux défavorisés pourront aller à la maternelle. Le gouvernement marois a déposé le projet de loi ce matin. Selon le ministère de l'Éducation, cela servira à combattre le décrochage scolaire. Le programme est évalué à environ 8 millions de dollars et débutera progressivement dès septembre prochain.
Gros changement qui s'annonce pour Québecor. Pierre-Carl Péladeau quitte son poste de président et chef de la direction après 14 ans de service. Il cédera sa place à Robert Despatie, le président de Vidéotron. Toutefois, M. Péladeau continuera à travailler dans le domaine. Il sera président des conseils d'administration de Québecor Média et du groupe TVA, ainsi que vice-président du conseil de la Maison Mère Québecor. Les changements auront lieu le 8 mai prochain lors de l'Assemblée annuelle. Scène judiciaire, un des 3 avocats de Luca Rocco Magnotta a décidé de se retirer du dossier. Selon la Couronne, il y aurait un conflit d'intérêts. L'avocat Raphaël Feldstein a renoncé à ce dossier volontairement afin d'éviter les questions de ses 2 collègues. Et puis au Moyen-Orient maintenant, le terrorisme continue à Bagdad, en Irak. 22 personnes sont mortes et 55 autres blessées. Il y a eu 3 explosions, 2 d'entre elles sont survenues près du ministère de la Justice. 6 hommes armés ont ensuite tenté d'entrer dans le bâtiment, mais les policiers les ont arrêtés. Depuis le début du mois de mars, il s'agit de l'épisode de violence le plus meurtrier à Bagdad. Au retour, les sports avec Louis-Charles Poulain. Bonsoir, mesdames, messieurs. Georges Saint-Pierre défendra son titre de champion mi-moyen de la UFC samedi soir au Centre Bell. Pour l'occasion, il va affronter le très coloré Nick Diaz. On en parle avec Olivier Caron. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Louis-Charles. Alors, Olivier, Diaz a commis plusieurs bourdes récemment. Tout porte à croire qu'il voudra se reprendre samedi soir. Oui, Diaz, en fait, même pendant la journée médiatique qui avait lieu hier à Montréal, il était absent. Donc, en fait, il a excusé son absence par le fait qu'il avait un manque de sommeil, qu'il avait besoin de se reposer en raison de son arrivée à Montréal et le décalage horaire. La journée Diaz, c'était une journée où les 2 combattants pouvaient rencontrer les partisans, même donner des cliniques de comment se battre avec les jeunes enfants. Donc, ça a été un peu... On lui a reproché son absence. Il avait également manqué 3 entrevues avec HBO, qui est un réseau de télévision, où on faisait des épisodes de prélude au combat. Puis il avait manqué ça, ce qui avait coûté 50 000 $ au réseau télévision HBO. Le président Dana White de la UFC a défendu Diaz aujourd'hui en disant que maintenant c'était du passé, qu'on passait à autre chose et qu'on se concentrait seulement sur le combat de samedi soir et qu'on regardait vers l'avenir. Diaz a semblé agressif tout au long de la conférence de presse. Il a attaqué Georges Saint-Pierre à plusieurs reprises. Il lui a même reproché de faire l'utilisation de stéroïdes, ce que, évidemment, Georges Saint-Pierre a nié. Il a même dit que Saint-Pierre avait peur de lui. Il y avait beaucoup de tension entre les 2 hommes, ça on l'a senti. Pour faire un petit portrait de Nick Diaz, il a 29 ans, mesure 6 pieds, pèse 170 livres, donc un peu dans les mêmes standards que Georges Saint-Pierre. Et en carrière, il a une fiche de 26 victoires et 8 défaites. Mais Olivier, la tension était élevée entre les 2 combattants. Ce qui laisse croire que les partisans auront droit à tout un combat samedi. Et effectivement, on va avoir droit à tout un combat entre les 2 hommes. Il faut rappeler que les 2 combattants étaient supposés se battre en 2011, mais Georges Saint-Pierre s'était sérieusement blessé lors d'un entraînement avant le combat, on avait donc dû annuler le combat, et Georges Saint-Pierre avait raté 1 an d'activité. Maintenant, on reprend le combat samedi soir. Lors de la conférence, Georges Saint-Pierre a dit que s'il se battait contre Nick Diaz, c'est parce que, selon lui, il était le meilleur combattant en UFC présentement. Saint-Pierre a aussi dit qu'il voulait se concentrer sur lui-même, sur ce qu'il contrôlait, en vue d'être à son meilleur lors du combat de samedi soir et donner un bon spectacle. Les 2 combattants se sont même insultés à plusieurs reprises pendant la conférence de presse, ce qui est tout à fait normal puisqu'on veut donner un bon spectacle et on veut démontrer que les 2 hommes sont prêts à tout faire pour remporter. La pesée officielle va avoir lieu demain au Centre Bell vers les 16h. Le combat va être disputé, lui, samedi soir au Centre Bell devant une foule, on dit salle comble déjà, donc plus de 20 000 spectateurs. Il faut s'attendre donc à tout un combat entre les 2 hommes. GSP a promis à Diaz qu'il allait lui montrer tout ce qu'il avait dans le ventre et qu'il allait tout faire pour lui démontrer qu'il n'avait pas peur de lui et qu'il allait gagner. Et il a terminé en disant que ça allait être le meilleur homme des 2 qui allait terminer le combat avec la victoire. Merci Olivier pour ces précisions. Je vous en prie. Le Canadien de Montréal se retrouve au premier rang de l'association Est, 2 points devant les Pingouins de Pittsburgh suite à leur victoire de hier soir face aux Sénateurs d'Ottawa.
La partie s'est terminée en tir de barrage par la marque de 4-3. L'harceleur Brendan Gallagher et Piquet Souban ont été les marqueurs du côté du tricolore en temps réglementaire. Du côté des sénateurs, ce sont Mika Zibanejad, Daniel Alfredson et Patrick Werkotch qui ont atteint le fond du filet. En tir de barrage, le gardien de but des Canadiens, Carey Price, n'a cédé que devant Jacob Silverberg. Pour le Canadien, Alex Galchenyuk et l'harceleur sont les deux joueurs qui ont assuré la victoire de leur équipe en marquant en fusillade. Après la rencontre, le tricolore a renvoyé le défenseur Greg Pateryn dans leur club-école. L'équipe en a profité pour rappeler le défenseur de 6 pieds 7 pouces, Jared Tinordi, ce matin. Le Canadien disputera son prochain match samedi au New Jersey et les sénateurs reprendront également l'action samedi alors qu'ils seront en visite à Buffalo. Toujours dans la LNH, la LNH a approuvé aujourd'hui le réaménagement des divisions qui entrera en vigueur dès la saison prochaine, et ce pour une période de 3 ans. Cette décision fera en sorte que les Red Wings de Détroit et les Blue Jackets de Columbus seront transférés dans l'Association Est, qui comptera maintenant 16 équipes et 14 pour l'Association Ouest. Le commissaire Gary Bettman assure qu'il s'ajustera aux besoins, mais qu'il n'y a pas d'expansion ou de déménagement d'équipes prévu pour le moment. Dans la NFL, Wes Welker, le receveur le plus utilisé par son quart arrière, Tom Brady des Patriots, quitte l'équipe pour rejoindre l'alignement de Peyton Manning et les Broncos de Denver. Wes Welker et les Broncos se sont entendus sur un contrat de 2 ans d'une valeur de 12 millions de dollars. C'est une grosse acquisition pour les Broncos puisque le receveur a capté 118 passes pour 1354 verges et 6 passes de toucher la saison dernière avec les Patriots. Les Patriots, tant qu'à eux, ont fait l'acquisition aujourd'hui du receveur vedette des Rams de Saint-Louis, Danny Amendola, pour la somme de 31 millions de dollars étalée sur 5 ans. Selon le grand patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, le Grand Prix du Canada sera présenté à Montréal jusqu'en 2024. L'entente entre Ecclestone et la Ville de Montréal devrait être signée bientôt selon lui. L'incertitude qui règne chaque année entourant la présentation du Grand Prix du Canada à Montréal pourrait donc être mise de côté pour les 10 prochaines années. La médaillée olympique en patinage artistique Joanie Rochette a évoqué la possibilité d'un retour à la compétition la saison prochaine pour les Jeux de Sochi. Par contre, elle a indiqué qu'elle allait prendre quelques semaines pour réfléchir à son avenir. La patineuse n'a pris part à aucune compétition depuis les Jeux de Vancouver, où elle avait obtenu la médaille de bronze malgré le décès de sa mère quelques heures avant sa performance. Au retour, la météo et le mot de la fin avec Jérémy Bergeron. À la météo, on le sent, c'est plus froid depuis quelques heures à l'extérieur et ça va rester ainsi pour tout le week-end. Ce soir et cette nuit, on prévoit un ciel variable et un maximum de moins 11 degrés. Demain, c'est la faible neige avec un maximum de 1 degré, mais une température ressentie de moins 9. Il faudra donc, oui, remettre tuque et foulard si on veut aller à l'extérieur. En terminant, on se tire sur les images du pilote automobile de NASCAR Jeff Gordon qui s'est bien amusé cette semaine. À l'aide de caméras cachées, il a piégé un propriétaire de concessionnaire de voitures en lui demandant d'essayer un de ses véhicules. Il s'est mis à rouler à grande vitesse et fait du dérapage contrôlé. Le propriétaire a eu la peur de sa vie. Il a même menacé Jeff Gordon d'appeler la police avant que ce dernier ne lui dévoile sa vraie identité. Toute une frousse pour l'homme dans la voiture et un beau coup de publicité pour le pilote automobile. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin de nouvelles des finissants en journalisme de la Cité collégiale d'Ottawa. Merci, bonne soirée et à demain.